Bonjour, Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons attaquer un volet sur les clématites. Et on va commencer par Clematis montana made in. D'une manière générale, nous allons parler des clématites montana. Si vous voulez en savoir davantage sur Végétosphère, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Shall we begin? Eh bien, nous voici en présence d'une clématite. Les clématites sont un genre de plantes particulièrement riche, famille des renonculacées, origine à peu près tous les continents, sauf peut-être l'Afrique, Amérique du Nord, Amérique centrale, l'Europe, avec tous les climats. Nous avons évidemment la Chine et les contreforts himalayens, ce qui concerne donc d'autres pays. La clématite, c'est à peu près 250 à 300 espèces différentes, donc le genre est riche. Et quand on rentre dans certaines variétés, certaines espèces du genre Jacqueminnie, le bleu profond, la clématite certainement la plus connue, je vous mets une photo pour l'identifier, on a plusieurs centaines, plusieurs milliers de variétés là-dedans. Cocorico, les clématites, c'est une histoire française, un peu anglaise, mais surtout française. Je me dois de vous faire un distinguo dans les clématites avant de développer celle-ci qui est du premier intérêt pour moi. Tout d'abord, les clématites, il y a un grand nombre d'espèces, je l'ai dit, et on doit distinguer les clématites à floraison précoce. Ce sont celles qui vont fleurir donc très tôt en saison, en janvier, février, mars, avril, mai. Elle en fait partie. Ensuite, on a les clématites hybrides d'une manière générale. Ce sont les clématites qui peuvent remonter en fleurs. On a à la fois des petites et des grandes fleurs, majoritairement des grandes fleurs, et ce sont des clématites qui, elles, vont fleurir en juin-juillet, marquer un peu le pas en été et refleurir probablement et potentiellement en août-septembre. Ensuite, nous avons la grande cavalerie des clématites botaniques, et là il y a un nombre incalculable d'espèces qui ne sont pas forcément commercialisées, elles sont encore assez confidentielles, certaines sont présentes dans les rayons mais de loin pas la totalité. La particularité des clématites, c'est que vous avez un tel choix, j'ai dit entre 250 et 300 espèces différentes. On a des clématites qui sont plus ou moins volubiles, grimpantes. Certaines vont monter jusqu'à 15 mètres, d'autres vont faire 1 mètre. Elles sont plus ou moins sarmenteuses, elles sont plus ou moins ligneuses. Elles sont à petites fleurs, à grandes fleurs. Certaines sont parfumées, d'autres sont caduques, persistantes. Enfin, la majorité caduques, quelques-unes persistantes. Vous avez aussi des clématites qui sont remontantes. Elles vont fleurir à peu près pas constamment, mais presque constamment tout au long du printemps et de l'été, et alors que celles-ci sont non remontantes, c'est-à-dire qu'elles fleurissent une fois, un mois, on vous en met plein les yeux, et puis après il n'y a plus rien. Certaines sont parfumées, d'autres ne sont pas parfumées. La majorité étant non parfumée. Maintenant, nous allons nous attacher à parler de la clématite montana. Alors ici, c'est made in, mais il existe à peu près une centaine, un peu plus d'une centaine de variétés dans la montana. La particularité de la montana, c'est que c'est une clématite qui fleurit en mars, avril, mai, selon l'endroit de France où on se trouve, et qui fleurit qu'une fois. La floraison est explosive, elle est absolument incroyable, c'est une couverture de fleurs. Et celle-ci, la made in, est parfumée. En ce qui concerne l'histoire, l'étymologie et la découverte, je suis obligé de prendre un petit papier parce que ça, c'est particulièrement riche. L'histoire de la clématite, c'est quelque chose d'incroyable. Tout d'abord, c'est Carl von Linné qui a décrit ça en 1753. C'est à peu près l'année où il a fait tout le travail. Il est parti du nom clématis, qui vient du grec, qui signifie sarment ou branche. Et la plus connue des clématites, c'est Clematis vitalba, qui a été connue déjà dans l'Antiquité parce que on l'utilisait pour soigner les gales, donc des problèmes de peau. Elle a donc quelques vertus médicales, médicinales. C'est un peu le propre de toutes les plantes toxiques. Elles ont aussi des propriétés bienfaisantes. Alors, la Clematis vitalba a été mentionnée en 1548 par William Turner. À l'époque, on dénommait les clématites en Angleterre, qui est l'autre pays de la clématite, faut le reconnaître, Traveller's Joy, alors qu'en France, on l'appelait la vigne blanche ou l'herbe au gueux. Il faut savoir que les mendiants frottaient quelques feuilles de clématite sur la peau, ça irritait, ça devenait rouge, et ça leur permettait de quémander quelques dons auprès des passants. Alors,
L'histoire de la clématite, c'est quelque chose qui est relativement complexe. C'est pour ça qu'il faut dire que le premier genre de clématite qui a été introduit en Europe et rentré en Espagne, c'est la Viticella. En 1597, on a Integrifolia, Cirosa et Recta qui sont arrivés. Les espèces nord-américaines, Crispa et Viorna, ont été introduites en 1726 et 1730. Puis les clématites asiatiques, Orientalis et Florida, sont arrivées. Les espèces chinoises sont arrivées encore un peu plus tard, l'Anuginosa et Patens notamment, en 1836, ça c'est plus proche de nous. Et à partir de 1830-1850, on perd le fil parce que on a croisé, on a hybridé, on a amélioré. Et aujourd'hui, sur la très grande majorité des clématites dans le commerce, à part les Montana, les Alpina, les Armandie, qui sont communes, on a majoritairement des hybrides, dont la famille la plus connue c'est peut-être encore la Jacquemanie, mais grosso modo c'est un vrai capharnaüm au niveau des croisements et on ne retrouve plus les parentés, c'est normal, c'est de l'hybridation et là les Français cocorico, je le répète, sont particulièrement performants. En ce qui concerne la culture et la plantation, eh bien on est évidemment sur Montana, mais je vais étendre ces conseils à toutes les clématites. Les clématites sont des plantes particulièrement délicate et tout doit être réussi à la plantation. Madame Clématite veut la tête au soleil et les pieds à l'ombre. C'est plus ou moins vrai selon les espèces. Montana n'est pas particulièrement délicate aux pieds, mais d'une manière générale, on protégera le pied. On y revient dans le cas de la plantation. La plantation d'une clématite, c'est dans un terrain meuble, avec peut-être quelques gravillons au fond pour pouvoir permettre un drainage. C'est un pot qui doit être légèrement incliné, en tout cas une motte qui va être légèrement inclinée contre le support qui va lui permettre de grimper. C'est un excellent terreau de plantation qu'on va mélanger avec la terre de jardin pour pouvoir permettre une transition au niveau système racinaire une fois que celle-ci aura quitté cette motte, ce pot dans laquelle elle a été élevée avec le meilleur substrat du monde, ça va de soi, mais derrière la plante doit pouvoir coloniser le sol et ça se fera avec ce mélange de terreau et de terre qui va permettre cette transition tout en douceur. Une chose très importante à ne pas oublier, c'est que si on disait tout à l'heure la tête au soleil et le pied à l'ombre, il va falloir mettre une planche, une tuile au pied de la clématite car c'est véritablement son talon d'Achille. C'est là où si le soleil est brûlant, elle peut effectivement s'abîmer, elle peut je vais pas dire mourir, mais en tout cas se dégrader et il faut absolument protéger le pied. Encore une fois, c'est moins vrai sur les Montana, beaucoup plus sur les autres, mais pour le coup, ici, j'ai le pied qui est protégé par des sédums et des tulipes qui ont fleuri juste un peu avant. Donc, on protège d'une manière générale le pied. Et un dernier conseil, un truc, une astuce particulièrement importante, c'est que quand vous achetez votre clématite, pour des raisons évidentes de production, d'élevage, de transport, la clématite, elle est sur un tuteur en bambou, elle est attachée, vous avez 5-6 pouces qui sont parallèles, qui sont ligaturés avec une petite attache en plastique. Et ce qu'il faut faire, si vous la laissez comme ça, c'est un peu dommage, c'est que sur son support, votre éventail, votre grillage, le mur, avec quelques fils que vous aurez tirés, vous allez la détacher. Vous allez détacher ses pouces et délicatement, vous allez la mettre en éventail de telle sorte que les pouces reprennent et qu'elle puisse avoir une couverture optimale du support que vous voulez. Si vous ne le faites pas, vous aurez une pousse assez étriquée et c'est bien dommage parce que les branches, les tiges sont là, il suffit de les répartir. Alors c'est très fragile, on y va délicatement, mais on le fait et vous aurez le plus beau des résultats et très rapidement parce que la clématite a une pousse franche, rapide. Une fois qu'elle est bien installée, bien plantée, vous ne serez pas déçu parce que c'est pas une paresseuse, bien au contraire. Une fois la plantation terminée, on arrose et on arrose bien et régulièrement. On peut fertiliser à peu près 2 à 3 fois dans l'année. C'est pas d'une nécessité absolue, selon la nature et la richesse du substrat de votre jardin, de la terre de votre jardin, on peut apporter une fertilisation du type potassique de telle sorte qu'on puisse privilégier et augmenter cette capacité à fleurir. Au niveau des parasites, des maladies, alors là, on est au petit matin dans mon jardin et je vais vous faire quelques photos, mais c'est rempli de limaces et d'escargots. Il est évident qu'avec un printemps légèrement humide, une protection aux pieds, il y a quand même là matière à dissimuler quelques gastéropodes qui effectivement se délectent aussi bien de la fleur que des feuilles. Nous trouvons aussi des pucerons, des alrodes qui peuvent attaquer au printemps et l'alrode un peu plus tardivement dans l'été. L'alrode, c'est la petite mouche blanche qui est assez symptomatique, elle pique, elle suce la sève, un peu comme le puceron. Pour terminer les
parasites et les maladies, on a 2 maladies qui sont très embêtantes. Alors la première, c'est le flétrissement noir d'une clématite. C'est moins vrai sur celle-ci, plus sur les clématites Jackmanii et autres présidents. C'est tout simplement l'ensemble de la clématite qui va noircir, mais complètement. C'est une bactérie. Cette bactérie flétrit, mais ne fait pas mourir totalement. Il suffit de couper à ras et ça redémarre et vous aurez une clématite qui va repartir. Il y a aussi un problème qui relève plus du monde professionnel, une maladie, un champignon qui bloque littéralement la circulation de la sève. On l'appelle Ascochyta, il est spécifique aux clématites. Je ne rencontre pas ça dans mon jardin, j'en entends pas parler dans les jardins domestique, mais quand cette maladie est là, c'est assez embêtant parce qu'on a vraiment un blocage de la végétation. Ça ne passe pas par un noircissement de la végétation, mais la plante meurt et il y a lieu de ne plus replanter de clématite à cet endroit-là avant plusieurs années parce que le champignon reste au sol et là c'est particulièrement embêtant. Je répète, plutôt un problème professionnel chez les éleveurs. En ce qui concerne la multiplication, écoutez, les clématites sont faciles à multiplier, c'est vraiment pas un souci. On peut faire des boutures au printemps sur des pousses herbacées ou en août, juillet, août, septembre sur des pousses semi-aoûtées. On peut faire des semis. Celle-ci est capable de faire d'ailleurs des semis spontanés. Il suffit de regarder au sol. Si vous avez une terre meuble, il est possible, il est probable de retrouver de jeunes plants dans 1 an ou 2. Les semis se feront en août-septembre à froid dans une serre, un tunnel si vous êtes équipé, ou plutôt au chaud vers février-mars dans une serre à 18-20 degrés. Il y a aussi la possibilité de faire des marcottes. La marcotte est très simple, on prend le crochet, on prend une pousse, on met un bon petit terreau avec un peu de sable, on plante et on est en mesure d'avoir des racines qui vont apparaître aux entrenœuds en quelques mois. Au bout de 6-7 mois, normalement, vous avez une plante autonome qu'on pourra sectionner et séparer du pied-mère. Dernière possibilité au niveau de la multiplication, la clématite est relativement facile, je vous le dis, là, ça c'est la division. Alors la division, ça va être un pied qui est particulièrement fourni avec d'énormes démarrages. C'est pas le cas de la montana, j'ai 4-5 départs, j'arriverai jamais à la diviser, mais sur d'autres clématites, il est tout à fait possible de diviser. Alors ça on le fait en automne au moment d'une transplantation ou très tôt au printemps quand on est en mesure de distinguer les différents démarrages, les différents départs et on peut au fer de bêche découper et faire une division et on a alors très facilement 2-3 clématites à moindre coût. Toxicité chez la clématite, selon les espèces, c'est plus ou moins toxique, mais d'une manière générale, c'est toxique. On a une protoanémonine dedans, qui est irritante, allergisante, des capacités purgatives, donc c'est pas une raison pour la consommer, certainement pas. Certains animaux sont très sensibles à ça, donc on fait très attention, surtout quand on manipule des boutures notamment, et qu'on se frotte les yeux ou le nez, on fait très attention. Si vous voulez en savoir davantage sur les clématites, n'oubliez pas de rejoindre la description, vous trouverez là des détails beaucoup plus fournis que ce que je peux dire lors de la vidéo, et notamment une liste de variétés en ce qui concerne les montanas. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir, Végétosphère. Shall we begin?